Bonjour, chers clients, collègues et amis. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025 et je suis accompagné d'un invité très spécial, l'honorable Clément Gignac. Sénateur Gignac, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Omar. Bon, commençons avec une vue d'ensemble. Les marchés mondiaux sont en pleine mutation. Nous avons une administration aux États-Unis qui bouscule les règles et les tensions géopolitiques continuent à augmenter. Seriez-vous d'accord pour dire que nous vivons dans un moment fascinant de l'histoire? Oui, clairement, moi, j'ai beau reculer dans mes livres à l'université, que ce soit des livres en économie, en politique, puis j'en perds un peu mes repères. Donc, on doit se réajuster. Si on fait une histoire un peu depuis la Seconde Guerre mondiale, on a créé des institutions comme ce qu'on appelait le GATT, là, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, plusieurs institutions, et qui fait en sorte que maintenant, celles-ci sont malmenées. On assiste à un effritement au niveau des institutions internationales. Le Conseil de sécurité a plus le pouvoir de constitution qu'avant. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, les Américains n'y participent plus, partagé au niveau des données. L'accord de Paris, on revu. Et l'Organisation mondiale du commerce a perdu beaucoup plus, qui fait en sorte que on a le sentiment que c'est un peu la loi du plus fort, ou que le plus fort peut imposer, un peu comme dans la cour d'école, là. C'est le plus fort qui impose ses volontés. Et les autres pays ont de la misère à se mettre ensemble là, pour vraiment contrer tout ça. Donc, ça nous a amené un début d'année, on s'en souviendra, en 2025, qui a été plutôt chaotique. On s'attendait sans doute au pire. Finalement, les choses ont quand même assez bien tourné, je dirais. C'était beaucoup moins pire que prévu, qui fait en sorte qu'au moment où on se parle, Omar, c'est quoi, 83% hein, des échanges commerciaux aux États-Unis, des exportations font l'objet d'une entente. Tu as l'ACUM, qui a déjà une entente, et on a fait des ententes bilatérales avec un paquet de pays. Bon, évidemment, les tarifs sont plus élevés, qui fait en sorte que le tarif effectif moyen aux États-Unis est de l'ordre de 16 à 17%. C'est le plus haut depuis les années 30. Mais quand même, on voit qu'au niveau des marchés financiers, on n'a pas, on pensait que ça serait pire que ça. Fait que donc, c'est difficile, c'est un peu à quelque part, je dirais pas troublant, mais on perd un peu nos repères. Mais en même temps, on s'aperçoit que les marchés financiers sont très rationnels. L'économie mondiale continue à croître, les profits sont au rendez-vous et les économies sont devenues plus résilientes. C'est sans doute un fruit aussi de la pandémie qui a amené nos économies à être plus résilientes. Parfait. Donc, on pourra dire que nous passons d'un monde de libre-échange à un monde plutôt axé vers la sécurité, les tarifs, etc. Donc, disons, dans ce nouveau monde fracturé, est-ce que l'inflation va rester structurellement plus élevée? Mais ma réponse c'est oui, en ce sens que on parle de la globalisation, mais on parle aussi de fragmentation. C'était toujours à venir jusqu'à tout récemment, c'était donc la théorie des avantages comparatifs. Donc, on allait vers les pays qui avaient la plus grande, où les coûts de main-d'œuvre étaient les plus faibles, la plus grande efficacité. Maintenant, on tient compte plus de la, oui, mais qu'est-ce qui arrive? Donc, au niveau de la résilience, il faut faire attention à la dépendance, qui fait en sorte qu'on parle, on assiste aussi à une certaine régionalisation. Fait que oui, je dis pas que l'inflation va se mettre à s'accélérer, mais ça sera peut-être, on vivra peut-être moins le phénomène de déflation qu'on a vécu là, dans les Mhm. années 90-2000. Donc, on va parler sans doute qu'une inflation qui va être beaucoup plus proche des 3%, et les attentes inflationnistes aussi vont être plus élevées parce qu'à ce moment, les syndicats vont avoir plus de pouvoir de négociation. Avant, on pouvait menacer qu'on fermerait cette usine-là, on ferait produire cela en Chine ou ailleurs. Maintenant, ça fonctionne moins. Donc, les attentes inflationnistes sont plus élevées et finalement, en raison du fait que c'est la résilience qui va primer sur le coût, bien à ce moment-là, oui, on aura une inflation un peu plus élevée, selon moi. OK, donc passons vers un autre thème que j'aimerais aborder, c'est la croissance mondiale et la domination américaine. Donc, on pourra dire, ou plutôt, c'est pas qu'on pourra dire, mais durant la dernière décennie, l'économie américaine a bien dominé tout le reste du monde. Mais maintenant, on peut voir des évaluations élevées et une dette croissante. Donc, pensez-vous que les États-Unis vont continuer à surperformer en 2026 ou est-ce que c'est le temps pour les investisseurs canadiens de regarder à l'extérieur de l'Amérique du Nord? Pour avoir plus de croissance dans leur portefeuille. Ben, c'est sûr que pour les investisseurs canadiens, c'était du bonbon d'être sur le marché américain. Premièrement, le marché américain a très bien performé si on regarde depuis 10 ans.
Et en plus, il y avait le dollar canadien qui se dévaluait, qui fait en sorte que nos rendements au sud de la frontière étaient plus élevés. Mais moi, je crois beaucoup à des jeux de balancier, hein. Donc, on est allé très, très, très loin. En fait, si on regarde la valorisation du marché américain, on n'est pas loin. Si on regarde les bénéfices des 12 derniers mois, on est rendu à des ratios là, au-dessus de 25 fois les profits sur les bénéfices passés, du moins. Et si on regarde le rendement Et des juste obligations. pour nos auditeurs, ça serait quoi le ratio moyen? Parce que Ben, vous avez dit que c'est un ratio de 25, donc historiquement parlant, historiquement, on était beaucoup plus autour de 17-18 ans. Donc, OK. quand tu es rendu à des ratios aussi élevés, ça veut dire qu'on a beaucoup d'optimisme. On Mhm. se met très, très optimiste sur la croissance future des profits. Donc là, ça reste à voir si on aura, évidemment, l'intelligence artificielle, on estime que l'intelligence artificielle va augmenter la productivité. Mais on avait le même Mhm. discours, Omar, si tu te souviens, à la fin des années 90. Je veux pas dire que c'est une bulle, là, parce qu'il y a eu la bulle des dot-com et des télécoms, puis là, ça. Mais ça, les bulles, de toute façon, tu le sais juste après, tu le sais pas avant. Mais on a des valorisations qui commencent à se comparer, dans certains cas, à ce qu'on a vécu à la fin des années 90. En fait, si tu fais l'inverse du ratio court-bénéfice, et on compare ça au taux 30 ans aux États-Unis, ben là, on est rendu l'équivalent, là, qui fait en sorte que c'est habituellement pas le cas. Habituellement, le rendement des bénéfices, qu'on appelle l'inverse du court-bénéfice, est en fait plus élevé que le taux des obligations, de rendement des obligations. Donc, il y a un signal qui est là. Oui, en fait, la productivité, l'intelligence artificielle va amener une amélioration de la productivité et des bénéfices. Par contre, est-ce que les valorisations actuelles sont justifiées? La compétition, quelle sera-t-elle? Donc, c'est ça qui devient un petit peu plus inquiétant. Donc, moi, je trouve que si on compare les États-Unis par rapport aux autres pays, bien, c'est certain qu'en termes de risque-rendement, les autres, je pense que ce serait une bonne idée de diversifier davantage son portefeuille en 2026 et de réduire le poids des États-Unis ou du marché américain, je devrais dire, dans notre portefeuille. Et donc, une deuxième question qui me vient là, si on va réduire un petit peu notre pondération vers les États-Unis, où est-ce qu'il y a, c'est quoi les régions où on pourra trouver d'autres opportunités en dehors des États-Unis? Ben, si tu regardes au niveau de l'Asie, puis regardez, parce que M. Trump, il va avec ses tarifs, mais on commence à voir les autres pays finalement augmenter les échanges entre eux autres. Au moment où on se parle, on avait en fait ce matin les statistiques qui sortaient au niveau de la Chine des exportations. Les exportations de la Chine avaient augmenté de quoi de 6 le mois dernier, alors que celles en direction de alors que les exportations en direction des États-Unis sont en baisse quasiment de 30. Mais au total, les exportations augmentent de la Chine. Pourquoi? Parce qu'elle exporte davantage vers l'Europe, exporte davantage avec l'Asie du Sud-Est. Donc, les pays s'organisent, hein, contournent les tarifs américains et les échanges augmentent entre eux. Donc, si on regarde aussi les valorisations sont beaucoup plus euh, acceptables, je vais dire de même, ou du moins sont beaucoup plus attrayantes quand on regarde les pays d'outre-mer par rapport aux États-Unis. Donc, clairement, si on regarde au niveau économique, Mhm. la Chine maintenant, le commerce avec les États-Unis, j'en reviens pas quand je regarde ça, c'est maintenant que le commerce avec les États-Unis représente moins de 3% du PIB chinois. Ça, c'est 2 fois moins que c'était là, avant la pandémie, puis 3 fois moins que c'était il y a 15 ans. Donc, le commerce avec les États-Unis, pour la Chine, c'est de moins en moins important. Donc, ce que je veux dire, tout le monde focus les États-Unis sur le marché américain, le consommateur américain, mais il y a quand même une expansion très, très forte qu'on voit du côté de l'Asie. Parfait. Je vais passer à un thème que je t'ai souvent entendu parler à la télévision. C'est que Ottawa doit arrêter de simplement redistribuer la richesse et commencer à en créer. Donc, étant donné que tu es dans le Sénat, est-ce que tu vois des signaux encourageants à ce niveau-là? Oui, clairement, euh, ça tranche vraiment ici à Ottawa, ce qu'on voit avec M. Carney par rapport à M. Trudeau. M. Trudeau était beaucoup plus intéressé et préoccupé tout ce qui est la redistribution de richesse. Je ne dis pas que M. Carney n'est pas préoccupé de voir ça,
mais il y a un environnement géopolitique qui est complètement différent avec M. Trump que qu'est-ce qu'on avait avec M. Biden. Donc, en regardant les 3 derniers mandats de M. Trudeau, on a mis de nouveaux programmes sociaux, que ce soit au niveau des garderies, les soins dentaires, etc. Faut dire, dans certains cas, c'est un gouvernement minoritaire, puis il y avait de l'influence du NPD. Mais là où que le bas blesse, c'est qu'on ne s'est peut-être pas penché assez sur la création de richesse. Donc, on distribuait une richesse qu'on ne créait pas. Donc, ça, c'est vraiment pas la bonne recette. Avec M. Carney, évidemment, sous la pression de l'élection de M. Trump, fait en sorte que maintenant, on regarde ce qui se passe et vraiment, on met l'accent sur la création de richesse. Bon, les gens ont critiqué un peu son approche au niveau budgétaire. La réalité, c'est que pour une fois, on distingue les dépenses d'investissement des dépenses de fonctionnement. Et l'objectif, c'est d'éliminer ce qu'on appelle le déficit d'épicerie. C'est-à-dire que d'ici 3 ans, quand il y aura un déficit, ça va être uniquement pour des investissements en infrastructure, au niveau militaire, ou pour stimuler l'économie canadienne au niveau de la recherche et le développement. Fait que ça, j'aime ça pouvoir dire que un déficit, oui, mais si c'est un déficit pour construire ou si vous avez un budget votre budget à la maison, quand vous prenez une carte de crédit pour l'épicerie, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si vous avez une hypothèque pour une maison, ben ça, on accepte ça. Donc, la dette, une dette qui est supportée par des dépenses d'investissement, moi, je suis à l'aise avec ça. Donc, ça tranche pas mal par rapport à l'administration précédente ici à Ottawa. Ok, parfait. Passons à notre thème, le thème du UR et les taux. Donc, est-ce que, ou bien plutôt si la Banque du Canada diverge trop de la Fed, la Fed américaine, est-ce que nos finances publiques sont assez solides pour empêcher que le dollar canadien continue à la baisse? Ouais, il y a un écart de taux, si on regarde au niveau des taux court terme entre la Réserve fédérale et la Banque du Canada, qui est au-delà de 100 points de base. Si on regarde par le passé, quand on avait des taux inférieurs aux taux américains, le dollar canadien avait beaucoup de difficultés. Or, l'idée, c'est que on peut présumer actuellement que la Banque du Canada a fini son cycle de baisse de taux, surtout si on regarde les chiffres de l'emploi. C'est quand même créé 300 000 emplois au Canada dans les 12 derniers mois. Le taux de chômage qui est redescendu, maintenant, on est revenu autour de 6,5%. Et avec nos finances publiques, quand on compare, il y a juste dans le G7, le Canada et l'Allemagne qui ont une cote triple A. Donc oui, Mhm. je ne veux pas minimiser ou banaliser le fait qu'on a un déficit de 80 milliards de dollars. En pourcentage de PIB, on parle de quoi? Autour de 2,5%. Par contre, si on compare par rapport aux autres pays, on est encore en très bonne situation financière. Donc, notre dollar canadien, pourquoi le dollar canadien pourrait même s'apprécier en 2026 malgré le fait qu'on a des taux d'intérêt moindres que les États-Unis, ça va, je pense, à l'agenda qui est très pro-business de M. Carney. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, on veut lancer des grands projets majeurs. On est ouvert à l'idée de faire une expansion de pipeline de Trans Mountain, peut-être même de construire un nouveau pipeline à l'ouest, peut-être même un gazéduc à l'est. Puis à ce moment-là, le Canada, qui a des ressources naturelles en abondance et des minéraux critiques que le monde a besoin. On se souviendra que quand on parle des traitements de données d'intelligence artificielle, ça prend beaucoup d'énergie, ça. Et le Canada, il y en a de l'énergie. Et dans le cas du gaz naturel liquéfié, c'est une énergie de transition. Donc, clairement, moi, je crois que on peut avoir une situation qu'on pourrait même voir en 2026, un dollar canadien s'apprécier, malgré que les taux d'intérêt vont être moindres au Canada qu'aux États-Unis. Donc, de ce que je comprends, si M. Carney gère bien ses politiques, vous seriez positif sur le Canada et le dollar canadien. Définitivement. Je pense que si on voit que, évidemment, c'est un gouvernement minoritaire, fait que faut revoir. Mais les Canadiens n'ont pas trop Bien sûr. d'appétit, là. Puis moi, je suis un sénateur indépendant, mais les Canadiens n'ont pas trop d'appétit pour des élections. Et moi, je vais travailler avec le gouvernement que les Canadiens vont aider ou vont maintenir au pouvoir. Donc, clairement, je pense qu'on a une situation où que là, on a un gouvernement en place qui, lui, n'a pas peur de vouloir exploiter les ressources naturelles. On avait le sentiment depuis 10 ans que c'était l'environnement qui était la priorité numéro 1 au Canada. Je ne veux pas dire que l'environnement n'est pas une source de préoccupation,
faut aussi l'acceptabilité sociale de la part des communautés autochtones. Mais est-ce qu'on peut finalement réconcilier environnement avec développement économique? J'ouvre une parenthèse. Je recevais une délégation chinoise la semaine passée. On discutait de LNG. Vous savez qu'en vertu de l'accord de Paris au Mars, il y a l'article 6 qui permet que si le Canada développe plus une exportation de LNG, qui est une énergie de transition, qui a une empreinte carbone beaucoup moindre que le charbon, bien à ce moment-là, on pourrait avoir des crédits qui nous soient octroyés au Canada, qui font en sorte qu'on n'augmente pas nos gaz à effet de serre, qu'on bénéficie au niveau de la planète d'une réduction de gaz à effet de serre, parce que le gaz naturel liquéfié, c'est beaucoup moins polluant que le charbon en Chine. Parfait. Je vais passer à mes dernières quelques questions. Sénateur Gignac, vous étiez un gestionnaire de portefeuille à la Banque nationale, à Industrielle Alliance. Donc, est-ce que vous diriez que le portefeuille traditionnel 60-40, est-ce qu'il fonctionne encore? Bien, ça dépend des séquences. Quand vous avez que l'inflation se met à s'accélérer, à ce moment-là, ton 60-40, il ne protège pas. On se souviendra à la sortie de la pandémie, là, l'inflation s'est mise à s'accélérer. Et dans le fond, on a une situation où on s'interroge là, au niveau de ça. Oui, les actions ont très, très bien été à la fin de au sortie de la pandémie parce que les gouvernements en ont mis beaucoup d'argent. Les banques centrales aussi. Donc, les actions ont très, très bien fait et on est allé avec l'assouplissement quantitatif et là, on a vu au niveau des taux qui ont baissé. Actuellement, ça dépend de comment ça va tourner le géopolitique. Parce que si jamais on on irait dans une guerre commerciale qui semble pas être le cas, parce que les pays ont fait des ententes des États-Unis, là, à ce moment-là, le 60-40 aurait un petit peu plus de difficultés. Mais en général, à travers l'histoire, le 60-40 a bien fonctionné, mais il y a des périodes où que, exemple, dans les années 70, quand l'inflation s'était mise à s'accélérer, les obligations n'allaient pas bien, les actions n'allaient pas bien, le 60-40 ne fonctionnait pas. Par contre, moi, j'ai toujours pensé que on parle de 60-40 parce qu'on parle d'obligations-actions, mais en fait, on pourrait aussi parler de peut-être de 50-40-10 ou 55 50-45-5. Puis je pense à quoi? Je pense à l'art. Ou que l'art, Ouais. c'est une belle classe d'actifs pour diversifier notre portefeuille. Le monde n'y voyait pas un grand intérêt, mais on a vu en 2025 vraiment une poussée de l'art. Et ça, il y a toutes sortes de raisons. Les banques centrales, on voit les banques centrales asiatiques qui achètent de l'or parce qu'on voit une réduction de l'importance de l'économie américaine dans les prochaines années ou prochaines décennies parce que les États-Unis semblent s'isoler du reste du monde. Et si on s'isole du reste du monde, ben, peut-être qu'on a besoin de moins de dollars américains, puis à ce moment-là, le prix de l'or en bénéficie. Ouais, non, c'est sûr. On peut même remarquer que les banques centrales à travers le monde sont continuent d'acheter de l'or, peu importe le prix. Donc, est-ce que vous pensez que l'or est en train de devenir un actif stratégique incontournable pour les années à venir ou est-ce que c'est quelque chose qui va pas nécessairement rester avec nous? Moi, je pense que ça va rester. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les années 70, ou la fin des années 70, mes cheveux gris trahisaient un peu mon âge, j'allais dire. Mais à quelque part, on est rendu dans un contexte géopolitique beaucoup plus instable. On a aussi, je pense, enclenché une réduction de l'importance des Américains dans le monde. On est rendu dans une situation beaucoup plus complexe qu'avant. Et à quelque part, on a beaucoup plus de compétition au dollar américain et les banques centrales ont peut-être trop de dollars américains finalement pour l'importance des échanges commerciaux. Donc, oui, l'or a passé à travers l'histoire. On verra pour les cryptocurrencies au niveau des crypto-monnaies, du Bitcoin, mais je pense que l'or dans un portefeuille a sa place. Évidemment, quand on est rendu que ça représente quoi, 12% quasiment du TSX, là, c'est quand même important. On peut peut-être prendre des profits un peu, on va se le dire. Par contre, je pense que ça a toujours sa place. C'est une diversification parce que on connaît pas le contexte géopolitique et avec l'érosion des institutions internationales, on pourrait arriver, on espère que tout va aller pour le mieux,
mais on pourrait arriver à des situations de tension géopolitique assez importantes, encore plus importantes que qu'est-ce qu'on connaît. Donc, on verra. Ça a au moins l'avantage d'être une valeur refuge à travers l'histoire et moi, je pense que ça a toujours sa place. Parfait. Donc, voici ma dernière question. On a parlé de dettes qui augmentent, la dette américaine et ainsi qu'à travers de l'Ouest. On a parlé que l'or doit être dans les portefeuilles et puis que le dollar US a commencé à être de moins en moins utilisé par les banques centrales. Mais est-ce que vous pensez que le dollar US va être de moins en moins utilisé à travers le monde durant les échanges mondiaux? Mais ce que je veux dire, ça sera toujours très important de l'art américain dans les échanges. Mais on va voir au niveau des développements d'alternatives. Quand tu regardes le BRIC, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. C'est rendu plus gros que le G7. Là. Les autres, ils n'ont rien à en cirer d'utiliser le dollar américain là, quand tu y penses. Là. Donc, on parle, c'est pas encore le cas, on parle peut-être éventuellement qu'ils pourraient développer une monnaie. Je vais le voir lorsque je vais le voir, mais on n'a pas besoin d'utiliser nécessairement le dollar américain pour certains échanges. Donc, on verra où ça nous amène. Moi, j'ai tendance à penser que les États-Unis, si on compare actuellement, c'est quoi? À peu près 22-25% de l'économie mondiale. Actuellement, 45% des échanges commerciaux se font en dollars américains. Pourquoi? Parce que les matières premières sont libellées en dollars américains. Mais ça, si l'Arabie Saoudite accepte maintenant de se faire payer un renminbi, au lieu de se faire payer un dollar américain, on pourrait avoir que tout à coup, le prix du pétrole serait libellé dans deux ou trois devises différentes au lieu d'être libellé juste en dollars américains. On peut aussi, si on regarde les banques centrales, c'est 60% de leurs réserves qui est en dollars américains. Donc, c'est juste que je trouve qu'il y a trop de dollars américains pour l'importance de l'économie américaine. Mais en termes de valeur absolue, le dollar américain, c'est quand même la principale devise au niveau des échanges commerciaux encore aujourd'hui. Parfait. Donc, moi, de ce que je comprends de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, la meilleure façon de protéger les rendements et les portefeuilles pour le monde qu'on est en train de voir et le monde en pleine transformation, c'est vraiment de diversifier les avoirs dans le portefeuille. Oui, ça a toujours été la recette et d'avoir un bon conseiller financier, c'est important, clairement, et de jamais tomber en amour avec un titre en particulier ou un ETF en particulier. Donc, on a notre conjoint, peu importe notre orientation, mais mon point, c'est que c'est important et de pas aussi de garder son calme et de parce que ça peut être quand on voit les soubresauts au niveau des marchés, ça nous amène des fois à prendre de mauvaises décisions. Donc, d'avoir un conseiller avec qui on peut échanger. Et est-ce que notre horizon de placement a vraiment changé? Est-ce que nos objectifs ont changé? Est-ce que notre tolérance au risque a changé? Parce que quand ça monte, les gens, ils n'ont jamais de problème. Mais quand ça descend, là, tout à coup, ils ont des problèmes. Fait que c'est là qu'on voit quelle est notre tolérance au risque. Parce qu'il y aura des mauvaises journées, il y a des bonnes journées, mais en général, on le sait depuis que des décennies, je devrais dire, on a toujours, quand on a un horizon de 5 ans ou un horizon de 10 ans, on a toujours un rendement positif à la bourse en général, en tout cas sur 5 ans, c'était 98% du gars. Sur 10 ans, c'était 100% finalement des cas. Donc, sur un horizon à long terme, je pense de rester investi, c'est toujours le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens. Parfait. Sénateur Gignac, merci beaucoup pour vos perspectives aujourd'hui. À nos clients, merci de votre écoute et je vous souhaite un excellent temps des fêtes.